Salut à toi, jeune oreille étudiante, et bienvenue dans le deuxième épisode de cette saison 2 du Point Q du SSU, le podcast qui parle santé sexuelle. Donc, comme nous l'avons évoqué dans notre premier épisode, les questions liées à la santé sexuelle, elles sont très variées. Elles peuvent englober l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'expression sexuelle, les relations ou encore le plaisir. Donc dans cet épisode 2, on va aborder les injonctions de durée et performance qui sont liées au rapport sexuel. Je suis Lona, chargée de prévention au service de santé universitaire de Clermont-Auvergne, et autour de la table aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nour, Manon et Rudy, qui sont étudiants et étudiantes relais santé au SSU, et Anne Dubois-Desjean, conseillère conjugale et familiale. Merci, bonjour. Salut. Bonjour. Alors, en faisant nos recherches pour ce podcast, on a vu qu'il y avait beaucoup d'articles scientifiques qui traitent de la performance sexuelle sous l'angle de ce qu'on appelle les dysfonctionnements sexuels. En revanche, notre volonté à nous, c'était plutôt de partir du vécu des personnes elles-mêmes et de leur ressenti face à ce qu'elles perçoivent parfois à tort comme étant un problème. Donc, on a consulté des forums, des pages Instagram qui parlent de sexualité afin de recueillir un témoignage qui pourrait illustrer le poids de ces injonctions de durée et de performance dont les rapports sexuels sont aujourd'hui imprégnés. Donc, c'est sur le compte Instagram Tubande qui donne la parole aux hommes sur leur sexualité que nous avons choisi le témoignage anonyme que je vais vous lire dès maintenant. Donc, voici le témoignage. Je suis un homme qui plaît plutôt bien aux femmes, mais qui rencontre des soucis avec son pénis. J'ai quelques petits soucis d'érection. Quand une femme ne me plaît pas, je ne me pose pas de questions, je ne me mets pas de pression. J'ai beaucoup de mal à lâcher prise avec une femme au lit quand celle-ci me plaît. Dans mon cerveau, c'est « est-ce qu'elle va kiffer mon sexe ? Est-ce que je vais réussir à la faire jouir ? Est-ce que je vais réussir à bander ? Est-ce que je vais tenir longtemps ou elle va penser que je suis un putain de précoce ? Pour un mec, c'est genre le pire truc sur Terre qui peut lui arriver. » Donc, après avoir écouté ce témoignage, qu'est-ce que vous pensez de la description que fait cet homme de ce qu'il identifie comme étant un problème ? Bon, je vais commencer. Déjà, moi, ce qui me marque un peu dans ce témoignage, c'est qu'à la fin, il dit que pour un mec, c'est genre le pire truc sur Terre qui puisse lui arriver. Ça montre, je pense, le poids de ces injonctions sur les personnes de sexe masculin, dans le sens où on accorde une telle importance, en fait, aux performances sexuelles et à la durée, que l'individu en question il remet en cause limite son existence à cause de ces problèmes qui, vu qu'il pose un problème au quotidien et dans la façon qu'il a d'envisager l'acte sexuel, ça tiendrait limite de la psychose et du coup on pourrait les adresser à un professionnel et tout simplement les régler. Mm-hmm. Et là on ressent vraiment dans ce témoignage le drame personnel que sont les problèmes érectiles pour cet homme. Ok, merci Rudy. Toi, Manon, qu'est-ce que t'en penses ? Je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vient de dire Rudy. Et je trouve ça même dommage que, comme il l'a dit, qu'il en fasse de voir à quel point ça lui tient à cœur de voir ça. Et même la pression qui se met pour une chose qui, en fait, devrait avant tout être du plaisir et il ne devrait pas vraiment y penser. Donc, c'est vrai que c'est dommage et ça témoigne sûrement d'un problème qui est plus gros que simplement cet homme qui a des problèmes. Ouais. Ok, merci. Du coup, Anne, vous, de votre regard professionnel, qu'est-ce que vous pensez de ce témoignage qui vient d'être lu ? Alors d'abord, c'est un témoignage courant, et pas seulement chez les jeunes gens, toute génération confondue, avec une apparition aussi quelquefois de ces problèmes-là plus tard dans la vie. Même si les étudiants ne sont pas concernés encore par ça. La deuxième chose que je relève, moi, dans ce témoignage, c'est comme vous, la souffrance, l'énorme souffrance, mais aussi le fait que quand le problème s'installe, quand une femme lui plaît, c'est-à-dire quand se pose la question de la relation. Parce qu'avant d'être des rapports sexuels, j'aime bien rappeler que ce sont des relations sexuelles. Et donc, quand il s'installe dans une relation et que les aspects relationnels, qui impliquent la confiance en soi, mais aussi la confiance en l'autre, rentrent dans l'équation des projets de ce jeune homme, eh bien, à ce moment-là, ça devient compliqué. Donc, à mon avis, ça parle plus de confiance en soi, mais aussi de confiance en l'autre et de confiance dans le troisième partenaire qui est la relation d'un couple que de dysfonction sexuelle au sens biomédical du terme. Ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des problèmes biomédicaux, mais lui dit bien que c'est quand la relation commence à s'installer dans
la durée ou dans une forme d'attente de qualité de relation quand même. Quand la fille me plaît, ça veut dire quand on a envie d'aller plus loin. Oui. C'est pas juste une relation hygiénique. D'accord, merci. Donc du coup, par rapport à votre réponse, vous avez dit donc que c'est quelque chose qui est plus ou moins très courant en fait, que du coup ça occupe une place importante dans la vie des hommes. Mais est-ce que les femmes peuvent souffrir également de ces injonctions de durée et de performance? Je pense que totalement, enfin, je pense que ce témoignage, on peut aussi le retrouver chez des femmes, mais tout simplement, est-ce qu'elles sont performantes? Est-ce que leur partenaire va ressentir du plaisir? Et je pense que c'est dommage aussi de se mettre une telle pression pour, comme je l'ai déjà dit, pour quelque chose qui devrait être simplement du plaisir. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Manon. Et je pense à nouveau qu'il y a aussi la place qu'occupe le sexe dans un couple, qui est du coup un peu sacralisé par les deux partenaires, qu'ils soient hommes ou femmes. Au final, on a tous envie de gérer. Mais on se rend compte, et ce qui est magique au sein d'un couple, c'est que des fois, on se dit, ça, je suis hyper nul pour le faire et tout, et on commence tous à rigoler ensemble, parce que c'est aussi ça, un couple, c'est être nul à deux, et parler, c'est dédramatiser, et dédramatiser, c'est mieux vivre, du coup, ces problèmes, qu'on soit un homme ou une femme, je pense. Ok, merci. Et du coup, Anne, est-ce que vous pensez que c'est une problématique typiquement masculine, ou que effectivement des femmes peuvent tout à fait s'en plaindre ou ressentir ce genre d'inquiétude? Je vais botter en touche et je vais répondre à côté. C'est pas une problématique ni typiquement masculine ni typiquement féminine, c'est une problématique interactionnelle. C'est-à-dire que c'est une problématique qui va dépendre de la personne, certes, mais de la personne dans une relation et dans une relation à chaque fois singulière. C'est-à-dire que la même personne qui a ce problème, peut-être le problème se dépliera d'une façon différente avec une autre personne. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je voudrais relever, peut-être dire autrement, ce qu'a dit, c'est Rudy. Je suis entièrement d'accord avec vous sur le fait de dédramatiser, désacraliser. Ça ne veut pas dire que faut pas y faire attention et que c'est pas un point de vigilance quand la sexualité fonctionne pas bien, parce que je pense que c'est quand même une demande de la plupart des couples maintenant d'avoir une sexualité de qualité, et c'est rare en plus que les deux s'en foutent en même temps. Donc en réalité, la synchronicité là-dessus est importante. Mais je rajouterais que, je dirais autrement ce que vous avez dit pour compléter, je dirais que c'est comment on peut apporter de la légèreté à ce sujet. Parce que la façon dont en parle ce jeune homme dans le témoignage, ça a une lourdeur et une souffrance. Oui. Donc effectivement, dans une relation, comment on peut l'alléger, en faire quelque chose effectivement avec un petit pas de côté, de pas si grave, mais quand même quelque chose dont on va s'occuper, parce que c'est important quand même dans une relation, la dimension sexuelle. Mais l'allègement ou la légèreté, je pense que c'est quelque chose qui manque à beaucoup, beaucoup de couples maintenant, que ce soit des couples éphémères ou des couples qui veulent inscrire leur relation dans la durée. La gravité et la lourdeur s'installent vraiment assez rapidement. Enfin, en tout cas, moi, je vois que des gens qui vont pas bien, hein, donc peut-être qu'il y a aussi des tas de gens qui vivent dans la légèreté, mais ils viennent pas s'exprimer devant moi. Bon, c'est une bonne nouvelle. Alors, ça veut dire qu'il y en a qui le vivent très, très bien et qui n'ont pas de soucis avec ça. Mais effectivement, oui, c'est un sujet qui peut prendre une très grande ampleur, mais une ampleur difficile à vivre pour les personnes qui peuvent en souffrir, alors que c'est là tout l'enjeu, donner de la légèreté, comme vous dites, à ce sujet. Ça permettrait quand même de relativiser beaucoup de choses et de régler aussi beaucoup de problèmes. Mais du coup, si je vous ai posé cette question donc sur l'impact potentiel de ces injonctions sur les femmes, c'est parce que donc il y a beaucoup d'études qui démontrent l'influence de la pornographie sur les pressions psychologiques et physiques qui sont liées au rapport sexuel. Donc notamment une qu'on a recueillie sur Behavioral Science, qui traite des conséquences de la consommation pornographique sur les dysfonctionnements sexuels, justement. Et donc, comme on sait que cette consommation pornographique, elle est plus répandue chez les hommes, en tout cas qu'il y a un rapport assez différent à la pornographie chez les hommes et chez les femmes, on peut donc se dire, par un raccourci, que c'est eux qui souffriraient donc particulièrement de ce type d'injonction.
Donc du coup, est-ce que ces inquiétudes qui sont liées à la performance sexuelle et qui sont de plus en plus fréquentes chez les hommes de tout âge, elles peuvent être pour vous révélatrices de l'hypermasculinité qui est véhiculée par la pornographie? Je pense que la réponse à cette question, elle est assez évidente, mais je pense que ça va même au-delà de la pornographie et c'est simplement de l'hypermasculinité qui est véhiculée dans la société en général, que ce soit quand on regarde une série ou même à la télé, des choses qui pourtant paraissent banales, parfois cachent un message qui met en avant une masculinité exacerbée qu'on devrait retrouver chez les hommes. Ouais, je vais rebondir sur le terme de masculinité exacerbée pour dire que on attend d'un homme qu'il soit un homme, et être un homme, c'est faire preuve d'hypermasculinité, que ce soit dans la vie de tous les jours ou au lit. Et du coup, quand des individus se retrouvent dans l'incapacité de se conformer à l'image qu'on attend d'un homme, même dans la sphère privée, c'est là que surviennent les témoignages qu'on a eus, par exemple du jeune homme avant, ou des problèmes érectiles en général. Un homme aime être un homme et il faut qu'il soit bien dans sa peau pour porter à bien l'acte. Mais je pense qu'à nouveau, avec un peu de communication, on découvre que ce à quoi s'attendent les partenaires, soient-ils des hommes ou des femmes, c'est pas toujours ce qui est véhiculé par la pornographie. Et à nouveau, en parlant et en découvrant les particularités de nos relations sexuelles, soient-elles éphémères ou durables, on peut arriver à se déconstruire aussi l'image qu'on a de soi-même et l'image qu'on veut donner, pour accéder du coup à une vraie source de plaisir lors de l'intimité. Merci Rudy et Manon. Anne, du coup, votre avis par rapport à cela? Oui, ce que vous dites est une évidence, c'est-à-dire qu'il y a ces injonctions, mais je pense que les choses sont plus compliquées que ça. D'abord, je pense que... Alors moi, j'ai des biais de recrutement, parce que je rencontre à la fois quelquefois des gens qui ont un haut niveau d'élaboration, donc qui sont très sensibles à justement ces questions de genre et qui les intègrent et ils sont traversés par ces sujets-là, donc ils ont réfléchi beaucoup à ces sujets-là. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas atteints par les mêmes stéréotypes ou les représentations que vous citez, quand même en profondeur, de façon inconsciente ou archaïque. En revanche, je pense que ça dépend, c'est quand même assez corrélé quelquefois au niveau d'éducation, etc. Ça, c'est la première chose. L'autre chose, c'est que dans les éléments de séduction, puisque moi j'ai accès un petit peu aux coulisses et à l'intime, quelquefois de ce qui se passe dans l'imaginaire sexuel des femmes, des hommes, et on va parler des femmes, les attentes... Alors, je reviens sur les hommes, pardon, je suis un peu désordonnée. Les hommes, oui, rien à retirer à tout ce que vous venez de dire. Sur les femmes, il peut y avoir une attente paradoxale, c'est-à-dire à la fois dans les éléments de séduction ou d'excitation, si on amplifie jusqu'à l'excitation, la masculinité peut être un élément fort, également peut l'être la fragilité, en même temps, et quelquefois de façon alternative ou sur des sujets différents. C'est-à-dire qu'un homme qui montre des fragilités, qui montre de la vulnérabilité, peut aussi, ça peut rentrer dans les facteurs stimulants pour la séduction, l'excitation. Je vais pas détailler séduction, désir, excitation, on va pas rentrer là-dedans, c'est pas le sujet, mais il y a tout un continuum entre les deux. Et en même temps, quelquefois, des couples qui se sont construits. Moi, j'ai plus accès à des couples qui durent, en fait. Quelquefois, il y a une famille derrière, etc. Des couples qui se sont inscrits dans la durée ont pu se construire avec un petit peu ces structures-là où madame serait la personne forte, qui tient, qui a des initiatives, etc. et monsieur plus fragile. Et puis, dans l'histoire du couple, à certains moments, il peut y avoir une inversion de la demande. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'extrêmement complexe, cette histoire. Et on est traversé aussi par des choses archaïques. De protection, de sécurité, où évidemment vont se rejouer sur cette scène-là le rôle féminin et masculin du chasseur-cueilleur qui va défendre la tribu et avec les muscles et puis donc mine de rien ces choses-là continuent à travailler l'imaginaire, la sexualité. J'étais un peu longue mais ça m'embêtait de combiner. Ah, voilà. C'était très intéressant. Vraiment. Continuez. Non, vraiment, merci pour cette réponse. Et oui, c'est vrai que, du coup, on associe souvent la pornographie
la consommation de vidéos, d'images sexuelles, etc., à tout ça. Mais en fait, oui, avec votre réponse, on se rend compte que c'est plus complexe, que déjà ça remonte à beaucoup plus longtemps, que c'est impacté par tellement plus de choses, enfin, c'est un champ tellement plus large à l'échelle de la société. Certes, la pornographie y contribue de toute évidence, mais c'est vrai que c'est plus large. Et je trouve ça intéressant de dire que même des personnes qui peuvent être déconstruites un petit peu sur toutes ces questions de genre, de stéréotypes, finalement peuvent aussi ressentir des angoisses, du stress dans leur schéma sexuel, en fait. Et ça change un peu le regard aussi. Je trouve ça très intéressant. De la même manière, pardon, excusez-moi, je rebondis sur ce que vous voulez dire, de la même manière que des femmes aussi qui ont un idéal très égalitaire, etc., peuvent être aussi traversées par des fantasmes de soumission, de domination, etc., enfin de soumission plutôt, et s'en inquiéter. Oui, c'est vrai que je trouve que c'est une bonne remarque parce qu'effectivement, par rapport à toutes les pages Instagram qui se développent sur le féminisme, oser parler de sa sexualité et tout, il y a toujours ce sentiment de honte de se dire je suis très féministe, je suis pour l'égalité, mais en fait, oui, peut-être que au lit, là, j'aimerais ceci, j'aimerais cela. Et il y a un peu ce dilemme interne, alors que il faut aussi dissocier, je pense, les fantasmes de la réalité. Enfin voilà, tout ça, c'est une histoire de communication aussi, je suppose. C'est une histoire de communication, mais moi, j'ai pas l'habitude d'opposer l'intime et la société. La société et l'intime sont extrêmement enchevêtrés. Oui. Et ce qui se passe dans la chambre à coucher ou ailleurs que dans la chambre à coucher, ça peut se passer dans plein d'autres endroits que la chambre à coucher, mais la chambre à coucher, symboliquement, c'est l'intimité entre deux personnes, est traversée évidemment de la même manière que c'est traversé par les courants, et c'est très heureux, c'est pas du tout une inquiétude de ma part, c'est un constat. Dans l'intimité d'un couple et de ce qui va se passer dans leur relation sexuelle, s'invitent tous les sujets d'actualité. Elle a mis tout, etc., oui. Avec la question de qui demande, de oser demander, de ne pas avoir envie d'être un porc, tout ça, évidemment, bien traverser les gens, en tout cas, qui s'en préoccupent. Il y a aussi des gens qui ne s'en préoccupent pas et qui vivent en dehors de tout ça, donc eux, c'est un peu différent, mais les gens qui s'intéressent à ces sujets-là, forcément, c'est contextuel. Merci. Je vous en prie. Donc on l'a vu, les injonctions sociales, elles ont forcément un impact sur le psychologique, mais aussi sur le physique, puisque donc le stress et la pression, ça peut impacter chez les hommes donc l'érection, l'orgasme, mais chez les femmes aussi d'ailleurs, et que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, ça impacte donc les scripts sexuels qu'on projette dans ces rapports sexuels. Mais du coup, le témoignage était assez ciblé sur un homme et donc sur comment il y avait ce stress de l'érection, de l'orgasme, etc. Donc pour comprendre comment fonctionne tout ce processus chez l'homme, on va désormais s'intéresser à la réponse sexuelle, donc que va nous expliquer Nour grâce à son petit point scientifique. Sais-tu que la réponse sexuelle est formée de 4 phases ? La phase d'excitation, le plateau, l'orgasme et la phase réfractaire. L'éjaculation masculine se passe durant la phase de l'orgasme. C'est un processus neuromusculaire complexe, comportant 2 phases, la phase sécrétoire, qui est la phase d'accumulation de toutes les sécrétions à l'intérieur de la prostate, on parle ainsi du sperme, et qui entraîne un gonflement que le sujet ressent. Et la deuxième phase, c'est la phase d'expulsion qui se manifeste par des contractions spasmodiques permettant au sperme de s'écouler par saccades, 3 à 5 secousses cloniques survenant toutes les 0,8 secondes, conduisant ainsi au plaisir. C'est ce qui explique pourquoi l'orgasme masculin dure entre 3 et 10 secondes.
Merci Nour pour ce point scientifique qui nous permet de voir un peu comment est censé se passer du coup tout ce processus de réponse sexuelle. Alors bien sûr ça c'est sur le papier puisque on se rend compte que dans les faits ça peut varier déjà d'un homme à l'autre et ça peut être impacté par plein de problématiques donc physiques ou psychologiques. Pour revenir du coup sur ces injonctions de durée et de performance, Anne, vous, au cours de votre carrière de conseillère conjugale et familiale, vous avez dû rencontrer donc, des personnes pour qui le rapport sexuel, sa performance, sa durée, pouvait être une véritable préoccupation. Est-ce que vous pourriez nous présenter un cas que vous avez connu et qu'il vous semble intéressant de partager au regard de notre thématique du jour ? Oui. Je vais l'avoir un peu modifié parce il serait facilement identifiable sinon. Voilà. J'ai une situation d'un jeune homme qui est venu me voir, qui n'habitait pas la région, enfin un jeune homme, une quarantaine d'années, et qui se plaignait un peu comme dans votre témoignage que quand il s'installe dans une relation avec le désir de construire avec la personne, eh bien, il y a un trouble dans la réponse sexuelle au moment de l'érection. C'est-à-dire que ça ne fonctionne pas, son érection s'arrête et évidemment, il y a toute la déception, l'agacement, la frustration qui s'ensuivent. Pour lui, plus que pour ses partenaires et en général, ça a abouti pour lui parce qu'il a mis fin aux relations. Donc, ça faisait 3 fois qu'il avait ce genre d'échec. D'une relation qui s'arrête parce que la sexualité n'est pas satisfaisante et dit-il par ma faute. Il y a le mot faute qui est employé quand même qui est très fort. Bon. Et puis ce jeune homme revient et puis je lui dis écoutez, du coup c'est une consultation plus de sexologie que de conseil conjugal et familial. On va parler un petit peu de votre vie en général et puis on reviendra à la sexualité après. C'est souvent qu'on fait ça, c'est-à-dire que on laisse un peu le symptôme sexuel de côté et puis on explore un peu autre chose. Et quelquefois, voilà, ça permet aussi de recueillir des informations, puis de retourner ces informations à la personne pour qu'elle-même elle change ses représentations ou qu'elle les travaille. Et en fait, un jour, ce monsieur arrive et moi, je travaille beaucoup dans le domaine de la filiation adoptive. Et j'étais très fière d'avoir écrit un papier sur couple, sexualité et adoption dans une revue spécialisée. Et je regardais ce que faisait mon article imprimé et je l'avais laissé sur la petite table du cabinet. Et le monsieur me dit adoption et sexualité, ça peut avoir un rapport. Alors je lui dis écoutez, je sais pas, vous en pensez quoi? J'avais une idée sur la question, mais il n'était pas question de lui imposer bien sûr mon idée. Et il me dit parce que je suis adoptée. Et dans ce qu'il m'avait donné comme élément, même sur sa filiation, son histoire, il disait mon père, ma mère, mais il n'avait pas du tout parlé de cette filiation adoptive qui quand même, à un certain moment, parle quand même de sexualité, puisque il n'est pas issu de l'acte sexuel de ses parents qui sont sur son livret de famille, en fait. Donc, à un moment, il y a un rapport avec quand même tout ça, même s'il est très lointain. Et puis, on a passé 3 ou 4 séances après à discuter de son adoption, de sa filiation adoptive, de diverses choses autour de sa filiation. Et entre-temps, à peu près au même moment, je ne fais pas de lien de causalité, je fais des liens de synchronicité. Il a rencontré quelqu'un avec qui il est depuis marié, et puis ça date un peu, cette histoire, ça date de 2019, et avec qui ça semble durer, et le symptôme sexuel a disparu. C'est-à-dire que je ne fais pas de lien, moi, entre les deux, direct de causalité, mais quand même, je me dis quand même, on est travaillé quelquefois par des choses extrêmement archaïques. Donc, on n'est pas dans le domaine des représentations que vous évoquez, mais il semble intéressant parce qu'en plus, ce jeune homme, qui était un jeune homme scientifique avec une pensée, je ne vais pas donner trop de renseignements sur son métier, mais il était un peu spécialisé dans son métier de la recherche des causes, et avant de venir me voir, il avait consulté tout ce que sa région fait d'urologue, de psychologue, de machin, etc. Mais jamais ce lien avec sa filiation n'avait été abordé. Alors pour lui, en tout cas, le symptôme sexuel a disparu quand on a parlé de ses origines et d'où il venait et de tout ça. Voilà. Donc je le partage avec vous comme ça. J'ai pensé à ça en me disant que c'est bien mystérieux ce qui se passe de ce point de vue-là.
Oui, bah c'est vrai qu'on s'attendrait pas. Bah, on a justement souvent tendance à mettre ça sur le dos de toutes les influences sociales. Donc pour ça, la pornographie a bon dos, même si évidemment il peut y avoir des liens. Mais c'est vrai que du coup, on n'aurait pas tendance à penser que ça pourrait être que ces problématiques pourraient être influées par des choses comme ça en fait. Et le fait que cette personne ait consulté tellement d'autres professionnels avant qui n'ont rien à voir du coup avec le souci initial, le démontre bien. Donc certes, vous ne faites pas de lien de causalité, mais bon, quand même, il y a une forte probabilité que ces discussions avec vous, ces échanges, aient pu le libérer d'un poids que du coup, lui-même ne parvenait pas à identifier. Et un poids qui, au final, s'est défait sans qu'on essaye vraiment de le défaire, quoi. C'est ça qui je trouve vraiment intéressant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Manon et Rudy. Moi, je trouve que c'est absolument formidable et je pense que les personnes comme Anne sont extrêmement importantes dans le sens où la non-identification des problèmes qu'on peut nous-mêmes avoir, elle appartient à un professionnel d'être fait. Et il faut considérer que ce soit un sexologue ou un conseiller conjugal et familial comme quelque chose dont il ne faut pas avoir honte pour être bien avec nous-mêmes. Et on le ressent, je pense tous, les rapports sexuels sont 10 fois mieux quand on est dans un état de bien-être et qu'on est dans une sorte d'euphorie et que tout semble aller. Être au centre de soi-même, c'est aussi être au centre de sa sexualité. Et tout ça, ça forme un cycle qu'on ne peut pas ignorer, je pense. Donc bravo Anne. Alors, oui, conseiller conjugal ou familial et ou sexologue. Moi, je suis les deux. Puis, quelquefois, ça a des rapports aussi avec les questions familiales au sens large. On vient toujours de quelque part. Oui. Et nos apprentissages sexuels ne sont... Il y a évidemment, le porno participe des apprentissages, hein, même si c'est des apprentissages un peu particuliers, c'est quand même des apprentissages. Oui. Ben oui, parce que tous nos comportements sont le résultat d'apprendre. Enfin, il y a une composante, évidemment, biologique, etc., dans nos comportements, mais la plupart de nos comportements sont quand même le résultat d'apprentissage. Donc, du coup, on les fait aussi dans nos familles, qui nous transmettent aussi de façon explicite ou implicite des contenus sexuels. Oui, c'est vrai. Hein ? Donc ça, c'est important. Alors, oui, je suis entièrement d'accord et je trouve que votre génération est quand même plus dégourdie que la mienne. Moi, temps pour aller consulter. Moi, je ne sais pas si à votre âge, je serais allée consulter quelqu'un pour parler de la sexualité. Donc, je trouve que quand même, il y a beaucoup de jeunes qui osent pousser la porte d'un cabinet et on contribue beaucoup à normaliser. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas écouter ni la souffrance ni l'importance du problème, parce que quelquefois, il y a un vrai souci et quelquefois, derrière des soucis de dysfonction sexuelle, il y a d'autres soucis de santé qui s'abritent. Donc, c'est vraiment quand même des clignotants à écouter et à pas minimiser. En revanche, je crois qu'une vie sexuelle d'homme ou de femme qui serait exempte de haut, de bas, de moments de désert, c'est une illusion, ça n'existe pas, ça. C'est sûr. Et qu'on serait toujours en parfaite synchronicité avec le compagnon, la compagne, etc. Mais c'est tellement l'image aussi qui est véhiculée et attendue de la sexualité du couple ou de sa sexualité en solo finalement, que ça doit toujours bien se passer, que on prend toujours du plaisir, qu'on a toujours envie en même temps, que c'est toujours tellement naturel. Et en fait, c'est vrai qu'il y a toujours, même pour les personnes, je pense, qui ont réfléchi à ces questions-là, il y a toujours une petite forme de déception. Alors, une petite sur laquelle il faut travailler, mais quand on se rend compte que non, c'est pas si naturel que ça, qu'il y a des étapes avec, il y a des étapes sans, et qu'évidemment, il faut en discuter, et que cette synchronicité dont vous parlez, c'est un leurre de croire qu'elle est là 100% du temps, et surtout, elle se construit, en fait. C'est jamais... c'est rarement, en tout cas, très, très naturel. Et c'est vrai que il faut composer avec cette petite déception, mais j'ai l'impression qu'effectivement... la génération actuelle, et donc je l'espère celle à venir, sont plus conscientes de tout ça, et notamment parce que il y a une certaine liberté dans la parole aujourd'hui qui, comme vous le disiez, vise à normaliser tous ces problèmes sans pour autant les minimiser. Mais le fait de normaliser permet justement de mieux régler ces problématiques qui parfois sont finalement très faciles à régler, avec des échanges simplement, Et surtout, c'est les personnes qui sont actrices de ce changement. Finalement, comme vous nous le racontiez pour cette personne où ça avait un lien donc, avec sa filiation, certes, vous avez laissé traîner ce papier qu'en plus, vous avez vous-même rédigé. mais je veux dire...
personnel, hein, c'était un pur hasard. Oui, en plus. Quelquefois, je devine un peu qu'il y a des histoires dans la filiation, mais là, j'avais rien percuté. Donc, oui, c'était voilà, le hasard. donc c'est ça, le hasard a bien fait les choses, si je peux dire ça comme ça, parce que vous avez simplement laissé traîner un papier sans savoir les conséquences, les conséquences positives. Et le chemin s'est fait progressivement et je trouve ça vraiment, vraiment top. Vous me permettez d'ajouter une chose importante. Peut-être plaisir et orgasme sont peut-être aussi évidemment, ils sont souvent associés et ça, c'est une évidence. Mais par contre, on peut aussi les penser séparément. C'est-à-dire que le plaisir n'est pas forcément l'orgasme. Oui. Hein, on entendait tout à l'heure la description de la réponse sexuelle masculine. Il y a beaucoup de contre-exemples. D'abord, il peut y avoir des douleurs à l'éjaculation. Il peut y avoir du plaisir sans éjaculation. Il peut y avoir, c'est pas de même nature, mais voilà. Et puis pareil d'ailleurs pour les femmes. Oui. Donc c'est la question du plaisir en général dans la vie et pas que sexuel est une vraie question. Je pense que déjà c'est quelle place on lui accorde, comment on en prend soin ensemble, à deux, en famille, en couple, tout seul, etc. Donc ça c'est un vrai sujet, je pense, qui est très important. Et je tenais à le dire. Et il me semble que votre émission s'appelle Le Point Q. Et moi j'ai envie de reprendre ce Q, mais pour lui attribuer le Q de qualité. Excellent. Et ben, du coup, à travers ce témoignage, je trouve que vous avez donné beaucoup de conseils aussi pour nos jeunes auditeurs et nos jeunes auditrices qui vivent ou seraient amenés à vivre des situations similaires. Donc, je trouve ça très bien. Et du coup, je vous remercie tous et toutes pour votre présence et vos interventions, puisque grâce à vos échanges et à vos conseils précieux, Anne, je pense qu'on a réussi à faire passer le message qu'on souhaite diffuser à travers cette série de podcasts, donc à savoir que la sexualité, hormis pour les notions de consentement, de respect mutuel, etc., c'est une notion qui est propre à chacun et à chacune. Donc évidemment, elle est fortement influencée par les pressions, les injonctions sociales, comme on vient de le voir, donc avec ces inquiétudes qui touchent à la performance sexuelle. Mais c'est pour ça qu'il est important de déconstruire ces injonctions en comprenant déjà d'où elles viennent et qu'est-ce qu'elles traduisent réellement, afin de favoriser une sexualité qui serait plus en accord avec ses propres désirs et ses propres limites aussi. Elle est traversée par beaucoup d'autres sujets. Il n'y a pas que la déconstruction. Moi, j'aime pas trop le mot déconstruction, je préfère réassemblage. Mais bon, c'est plus positif. Mais après, c'est pas grave, hein, c'est attention aux mots. En revanche, elle est traversée par plein d'autres sujets. Il y a les stéréotypes, mais elle peut avoir la question le lien avec la santé reproductive et les inquiétudes qu'il peut y avoir de façon très archaïque. On pense avoir décorrélé les deux, mais quelquefois, voilà, le souvenir de, je sais pas moi, d'une fausse couche ou quelque chose peut venir aussi s'inviter dans la chambre à coucher. Et également, quelquefois, des choses, un manque de sécurité dans les apprentissages, hein, une porte qui n'a pas été fermée, des gens qui ont fait éruption, voilà, ou un manque de sécurité de la contraception aussi, quelquefois, donc tout simplement. Donc ça, c'est des sujets qui quand même influencent des deux côtés, pas que les femmes, les hommes aussi. Oui. Et puis, quelquefois, des choses un peu punitives, on peut adresser des factures impayées quelquefois dans la sexualité, pas forcément à son partenaire, mais des choses qui lui appartiennent pas, qui appartiennent aux générations d'avant, ou à des agressions qu'on a pu subir ou des choses comme ça. Donc c'est des choses complexes. Oui. C'est un sujet complexe. Exactement. C'est sûr qu'en 30 minutes et en quelques épisodes, malheureusement, on ne peut pas tout traiter, mais c'est vrai que vous faites bien de rappeler que c'est tellement vaste et que ça peut être influé par diverses choses. Mais voilà, dans tous les cas, aujourd'hui, on s'est concentré sur ce sujet. On aura d'autres épisodes pour parler d'autres sujets, mais on n'aura jamais assez de temps pour parler de tout ce qu'on aimerait parler. Mais merci en tout cas à vous pour cette conclusion. Bref, merci à toi de nous avoir écoutés et si à la suite de ce podcast tu as des interrogations sur le sujet, tu peux prendre rendez-vous avec un ou une professionnelle du service de santé universitaire qui pourra évaluer tes besoins et répondre à tes questions. Et bien sûr, n'oublie pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux étudiants relais santé. Nous sommes présents sur Facebook et Instagram. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode du Point Q du SSU.